Bonjour à tous, c'est le Journal de l'Afrique. Bienvenue à la une ce soir au Kenya. L'homosexualité reste illégale. La Haute Cour a refusé d'abroger les lois criminalisant les relations homosexuelles. La communauté LGBT a une nouvelle fois dénoncé les violences dont elle est victime. Les plaignants annoncent qu'ils porteront l'affaire devant la Cour suprême. On retrouvera Elodie Cousin, notre correspondante à Nairobi. En Afrique du Sud, Jacob Zuma, de nouveau devant la justice. L'ancien président est poursuivi pour corruption dans une affaire de vente d'armes. Le groupe français de défense Thales est mis en cause. Les audiences ont connu un coup de théâtre cette semaine. La correspondance de Caroline Dumais dans ce journal. Et puis on se rendra sur la Croisette. Le festival de Cannes fermera ses portes ce samedi. L'Afrique était aussi représentée dans la catégorie Un certain regard, mais aussi en sélection officielle avec Atlantique de la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop. Mais d'abord, au Kenya, la communauté homosexuelle attendait beaucoup de cette décision de justice. Elle réclame depuis des années l'invalidation de 2 sections du Code pénal qui datent de l'époque coloniale, des articles qui criminalisent les relations homosexuelles. La Haute Cour en a décidé autrement et a refusé d'abroger la loi. On retrouve à Nairobi Elodie Cousin. Elodie, la communauté LGBT est déçue et plus encore, elle ne cesse de dénoncer une injustice. Oui, pour eux, c'est une très grande déception, même s'il faut dire, depuis le report de la décision des juges en février, ils avaient déjà beaucoup perdu espoir. Ils sont venus en nombre ce vendredi, mais beaucoup me confiaient que, bien sûr, ils espéraient que le verdict aille dans leur sens, mais qu'ils étaient peu confiants. Et ce vendredi, ce qui a été particulièrement dur pour la communauté LGBT, c'est d'entendre qu'ils n'avaient pas réussi à prouver l'existence d'une discrimination envers les homosexuels au Kenya et que donc celle-ci n'existait pas. Pourtant, c'est un sujet extrêmement tabou ici. Il ne faut pas oublier qu'au Kenya, l'homosexualité est fortement rejetée par la population. Plus de 90% des Kenyans se disent opposés à l'homosexualité. Les médias évoquent rarement le sujet. Très peu de personnes osent en parler, encore moins d'afficher leur homosexualité. Même à Nairobi, une ville qui est extrêmement moderne, le seul endroit où les homosexuels peuvent se montrer, ce sont les boîtes de nuit où sortent également les étrangers. Et il y a 4 ans, un rapport parlementaire a révélé qu'entre 2010 et 2014, le gouvernement a poursuivi 595 personnes pour avoir eu des rapports homosexuels. Les associations qui luttent depuis des années pour que les juges modifient le code pénal, l'ont en tout cas déjà annoncé, ils vont faire appel. Elodie, cette décision intervient alors qu'on a appris cette semaine le décès de l'écrivain kényan et activiste de la communauté LGBT, Binyavanga Wainaina. Oui, l'écrivain qui avait annoncé son homosexualité très tard, seulement en 2014, et qu'il avait fait lorsque plusieurs pays africains avaient annoncé durcir leur législation contre l'homosexualité. Au Kenya, par exemple, il y a encore peu de temps, il était possible de demander un test anal pour pouvoir vérifier si une personne était homosexuelle. Il avait été désigné la même année, en 2014, par le magazine Times comme l'une des 100 personnalités les plus influentes dans le monde. Et il voulait vraiment donner l'image d'une personne très libre et qui pouvait vivre comme il le souhaitait au Kenya, ce qui était vraiment très rare. Il avait d'ailleurs annoncé à la presse il y a peu de temps qu'il comptait se marier avec son partenaire en Afrique du Sud. C'était vraiment une figure très forte au Kenya, malgré ce sujet qui est tabou. Tous les journaux, d'ailleurs, quand ils ont parlé de sa mort, ont également parlé de son homosexualité. Beaucoup de membres de la communauté LGBT ce vendredi soir ne voulaient pas se sentir abattus malgré ces 2 mauvaises nouvelles de cette semaine. Et certains m'ont dit qu'ils continueraient à se battre coûte que coûte et que désormais ils avaient vraiment besoin d'alliés dans leur combat. Merci Elodie Cousin pour vos précisions depuis Nairobi. On l'aura compris, un sujet encore tabou au Kenya, mais pas seulement. Le pays est loin de faire exception. Plus de la moitié des pays d'Afrique subsaharienne punissent les relations entre personnes de même sexe. Seule l'Afrique du Sud a légalisé le mariage. Maud Julien. Selon le président kényan, 99% de ses concitoyens veulent que l'homosexualité reste un crime.
Pour lui, les droits des minorités ne sont pas une problématique majeure. S'il ne s'appuie sur aucune étude statistique connue, son opinion semble partagée par de nombreux législateurs sur le continent. Seulement 21 pays africains sur 49 ont légalisé l'homosexualité. En Mauritanie, au Soudan, dans le nord du Nigeria et dans le sud de la Somalie, les relations entre personnes du même sexe sont passibles de la peine de mort, même si celle-ci est peu appliquée. Les autorités religieuses chrétiennes ou musulmanes sont très influentes sur le continent et se prononcent souvent, comme au Kenya, contre la dépénalisation. Le pays a été défendu par ce verdict. C'est la voix de Dieu qui nous a parlé, que nous avons écoutée. Et cette voix, elle est inscrite dans notre constitution. Dans le préambule, il est écrit que nous, peuple du Kenya, souverains dans ce pays, nous sommes la création de Dieu et aucune loi humaine ne peut abroger ce que Dieu a ordonné. Pourtant, de plus en plus de militants africains bravent la stigmatisation et se mobilisent pour réclamer les mêmes droits. Certains obtiennent gain de cause. Au Mozambique, en Angola et aux Seychelles, l'homosexualité a été dépénalisée. En Afrique du Sud, depuis 2010, il est possible pour les personnes de même sexe de se marier. Mais les militants kényans ne sont pas les premiers à essuyer un revers. Au Tchad, au Nigeria et en Ouganda, les lois sur l'homosexualité ont été durcies au cours des 6 dernières années. C'est un procès rocambolesque qui s'est tenu cette semaine en Afrique du Sud. Un autre procès pour corruption pour Jacob Zuma. Une affaire de pot de vin dans un contrat d'armement impliquant le groupe français de défense Thales. Les deux parties ont toujours nié ces allégations. Les avocats de l'ancien chef de l'État ont plaidé l'abandon définitif des poursuites. Les précisions de notre correspondante Caroline Dumais. Président Jacob Zuma et la société française Thales d'obtenir une suspension permanente des poursuites. Le parquet sud-africain enquête sur 786 paiements suspects entre les deux co-accusés, des paiements qui datent de 1999 dans une affaire de vente d'armes. Thales et Jacob Zuma estiment que l'affaire a trop duré, qu'il est désormais impossible de prouver quoi que ce soit, d'autant qu'Alain Tétart, l'ancien patron de Thales en Afrique du Sud, serait mort. C'est ce qu'ils ont affirmé à la cour. Oui, mais voilà, coup de théâtre. On a appris cette semaine que les enquêteurs sud-africains ont retrouvé en Europe Alain Tétart. Alain Tétart, c'est celui qui avait écrit le fax à Jacob Zuma, lui promettant 500 000 rands par an s'il lui accordait ses faveurs. L'affaire fait sourire l'Afrique du Sud et elle laisse penser que Jacob Zuma et la société française Thales vont perdre leur appel. Le juge a 3 mois pour statuer. Allez, dans le reste de l'actualité, en Algérie, la présence massive des forces de l'ordre s'est faite ressentir aujourd'hui dans la capitale, une capitale bouclée. Mais cela n'a pas découragé les manifestants. Ce 14e vendredi de mobilisation, les rues d'Alger étaient noires de monde. Une foule massive qui a défilé sans incident avec les mêmes slogans, le départ du système et l'annulation de la présidentielle du 4 juillet. Des rassemblements ont aussi eu lieu dans plusieurs autres villes du pays, dont Oran et Constantine. En bref, au Soudan, toujours pas d'accord formel entre les représentants du mouvement de contestation et les militaires. Une grève générale de 2 jours a été annoncée, et cela dès mardi. Au Niger, les étudiants et les enseignants vont reprendre les cours dès lundi. Un accord a été signé jeudi entre le gouvernement et le syndicat des enseignants-chercheurs. La grève débutée en février est terminée dans les 8 régions du pays. Et les enseignants ont obtenu satisfaction, du moins en partie. Le gouvernement s'est engagé à payer les arriérés des salaires et de restituer les retenues sur leurs salaires. Les autres points de divergence restent encore à discuter. Allez, c'est l'heure de parler cinéma. Direction La Croisette à Cannes. Les réalisateurs et les acteurs africains ont foulé le tapis rouge de cette 72e édition du Festival de Cannes. Le jury compte aussi l'actrice et réalisatrice burkinabé Maïmouna Diaye. On retrouve notre invitée Claire Diao, spécialiste du cinéma africain et cofondatrice de la revue AO Télé. Bonsoir Claire. Bonsoir. Claire, vous êtes sur La Croisette. On a beaucoup entendu parler d'Atlantique, qui est en lice pour la Palme d'Or. Il est signé de la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop.
2 autres longs métrages ont été présentés dans la catégorie Un certain regard. Quels sont les thèmes abordés cette année? Est-ce qu'il y a un vent de changement? Alors le vent de changement vient du fait que nous avons beaucoup de premiers longs métrages, que ce soit en compétition officielle et dans les sections parallèles, mais nous avons également beaucoup de femmes. Donc dans Un certain regard, ce sont 2 cinéastes, marocaines et algériennes. D'un côté, nous avons Adam de Mariam Touzani, de l'autre Papicha de l'Algérienne Mounia Medour qui sont présentés. Dans les thématiques, nous avons plusieurs films, 2 films algériens qui traitent de la décennie noire, mais par une génération qui l'a vécue adolescente et qui est aujourd'hui en mesure de prendre les caméras pour raconter cette époque. Je parle de Papicha dans Un certain regard, mais aussi de Abou Leila d'Amin Sidi Boumedine qui était présenté à la Semaine de la critique. Ensuite, on a aussi du cinéma de genre, d'abord dans Abou Leila qui aborde la thématique de la décennie noire par ce prisme, mais aussi Tlames d'Alaa Eddine Slim présenté à la quinzaine des réalisateurs, qui parle lui plutôt d'un soldat qui déserte l'armée alors qu'il doit combattre contre le terrorisme et qui se réfugie dans la forêt. On a aussi de l'humour et des imaginaires travaillés, comme avec le Marocain Alaa Eddine Aljem présenté à la Semaine de la critique avec Le miracle de Saint Inconnu, où là on raconte l'histoire d'un bandit qui va cacher de l'argent sur une colline. Il part en prison et quand il sort, il découvre que au-dessus de l'endroit où il a enterré l'argent, s'est créé une sorte de sépulcre où tout le monde vient faire une sorte de pèlerinage. Et voilà pour la représentation avec aussi Mati Diop et Atlantique qui est donc en compétition officielle. Là, on parle plutôt des femmes qui restent au pays, au Sénégal, tandis que les hommes sont partis. Donc c'est plutôt un vent de jeunesse qui souffle sur la croisette, comme j'ai dit. Beaucoup de femmes, beaucoup de cinéastes en dessous de 40 ans et on est ravis de voir une si grande présence africaine dans toutes les sections du festival. Claire, vous êtes aussi membre du comité de sélection de la quinzaine des réalisateurs. Quel est votre coup de cœur cette année ? Eh bien, notre coup de cœur africain, puisqu'il n'y en a qu'un parmi les 24 longs métrages sélectionnés, c'est Tlames d'Alaa Eddine Slim. C'est un cinéaste qui avait été remarqué à Venise pour son long métrage The Last of Us, qui avait remporté le Lion du futur. Il revient ici à Cannes, enfin plutôt il vient à Cannes pour la première fois, mais en tout cas il revient dans le monde cinématographique avec Tlames, qui aborde donc l'histoire d'un soldat qui déserte l'armée, qui s'enfonce dans la forêt et qui fait la rencontre d'une femme qui est, elle, un peu abandonnée dans le confort de sa vie riche et luxueuse. Elle est enceinte, elle part marcher dans la forêt, elle fait sa rencontre et ils ne se quitteront plus. C'est un cinéma presque muet qui nous est proposé par Alaa Eddine Slim et qui travaille même le dialogue à travers les regards, des gros plans sur les yeux. Donc on voit à la fois des références à Stanley Kubrick mais aussi à Apichatpong Weerasethakul qui avait remporté une Palme d'Or il y a quelques années à Cannes. Claire, est-ce qu'un jour on pourra voir des films de science-fiction africains à gros budget? Est-ce qu'un jour on verra des aliens imaginés par nos réalisateurs? On l'espère, on sait que Black Panther a eu une influence très forte au niveau international sur les spectateurs qui se sont dit tiens, il est possible d'avoir des héros noirs, des films à gros budget. Maintenant, on sait que la problématique en Afrique, c'est toujours cette question de financement et beaucoup de films présents à Cannes sont cofinancés et coproduits par des sociétés de production françaises. Maintenant, effectivement, le cinéma de genre existe sur le continent. Comme je l'ai dit, Abou Leila traite de la décennie noire, mais part même dans du cannibalisme et dans une évocation d'une figure on va dire un tueur appelé Abou Leila qu'on va traquer dans le désert. Alaa Eddine Slim aborde aussi le cinéma de genre avec beaucoup dans son cinéma mutique, beaucoup de références, comme je l'ai dit, à Stanley Kubrick. Et puis du côté du Mali, dernièrement, il y a Toumani Sangaré qui, par le biais de crowdfunding et de financement participatif, a produit un long métrage qui s'appelle Nogoshi et qui aborde tout ce cinéma de genre fantastique sur l'après-esclavage à la période de la colonisation en milieu bonzon au Mali. C'est vraiment des propositions qui commencent à émerger avec la nouvelle génération parce qu'elle a aussi des influences internationales, mais comme toujours la problématique est financière, donc peut-être qu'il faut se débarrasser de cette question de l'argent pour essayer d'avoir un cinéma fort, peut-être dans les non-dits, sans effets spéciaux. On peut aussi faire rêver et parler du mysticisme qui est très fort en Afrique. Oui, d'ailleurs à noter le film du franco-tunisien Abdelhamid Bouchnak d'Ashra, un film d'horreur qui a été primé à la Mostra de Venise. Merci beaucoup Claire Diao pour ce point sur le cinéma africain présent au Festival de Cannes. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.